Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'information sur la première. À la une de l'actualité, la situation reste toujours tendue depuis plusieurs jours du côté de Mtsamboro. L'îlot fait l'objet de destruction d'habitations illégales par les forces de l'État. En colère, des agricultrices ont bloqué la mairie. On fera le point sur la situation. Dans ce journal, notre page sur les législatives avec l'UDAF qui poursuit ses rencontres. Les membres de l'Union des associations familiales ont cette fois échangé avec les candidats de la deuxième circonscription. Au cœur des discussions, des attentes et des propositions, il était question des droits sociaux. Et puis nous parlerons de cette rencontre entre Benissa Ousseni, président du conseil départemental, et le monde du secteur économique de Mayotte. Face à l'inflation galopante dans la grande distribution, les discussions ont tourné autour d'une demande de baisse des prix. Nous reviendrons sur ces échanges et ses aboutissants. Mais tout d'abord, ces affrontements et ces actes de vandalisme qui ont éclaté depuis le milieu d'après-midi, à la fois à Kaweni, mais aussi à Majikavo-Lamir. L'axe routier des deux côtés s'est retrouvé bloqué par des assaillants. Et on apprend aussi qu'un coup de feu a retenti en direction des policiers du côté de Majikavo, sans faire de blessés. Pour l'heure, les deux zones restent encore à risque. Les forces de l'ordre sont sur place pour établir la circulation. C'est encore l'incompréhension à Mtsamboro après l'annonce du projet de reprise de l'îlot par le gouvernement. Certains habitants sont en colère et en premier lieu les agriculteurs qui cultivent sur l'îlot et qui craignent de ne plus pouvoir y accéder. En guise de protestation, plusieurs d'entre eux ont bloqué l'hôtel de ville. Les explications avec Jaïdi Maolida, Yassira Abdou Salami et Daniel Abdou. Les agricultrices de Mtsamboro sont en colère. Depuis dimanche dernier, elles bloquent l'hôtel de ville. Ces dernières craignent de ne plus pouvoir accéder à l'îlot de Mtsamboro après l'annonce du projet de sa reprise en main par le gouvernement. Nous tenons à continuer à cultiver sur notre îlot de Mtsamboro. Depuis des années, nos arrière-grands-parents jusqu'à notre génération ont continué à perpétuer cette pratique. Nous ne demandons rien, seulement qu'on nous laisse continuer à produire nos cultures sur cet endroit qui nous est si cher. Pourquoi on a voté nos élus? C'est pour qu'ils veillent à nos intérêts. Il faut qu'on discute pour savoir si l'îlot de Mtsamboro, c'est notre patrimoine ou non. Mtsamboro et son îlot sont connus à travers toute l'île pour la qualité de ses récoltes agricoles. Dans les ruelles du village, certains comprennent le mécontentement des manifestants. On nous a dit que les cases en tôle vont être détruites et seront remplacées par des cases touristiques. Mais aujourd'hui, le discours est différent. Même les agriculteurs de l'îlot ne pourront plus s'y rendre. C'est pour cela que la mairie est bloquée. Les autorités disent quelque chose, mais pensent tout autre. Aux yeux des habitants, un manque de communication semble être à l'origine de leurs interrogations. Contactée par nos soins, la municipalité de Mtsamboro n'a pas souhaité s'exprimer. Et on ouvre à présent notre page sur les élections législatives. J-3 avant le premier tour des élections législatives à Mayotte, comme partout en France, les communes se préparent pour accueillir les électeurs dans leurs différents bureaux de vote ce dimanche. On le sait, il n'est pas rare que ces communes manquent souvent d'assesseurs et vous allez le voir que désormais on propose des avantages et même des cadeaux pour convaincre les habitants de passer son dimanche dans un bureau de vote. Illustration en Seine-Maritime dans la région de Normandie dans ce reportage de Thibaut Petit et Claire-Marie Denis. Plus que 3 jours avant de voir cette salle des mariages devenir un bureau de vote. Les isoloirs sont placés ici et ensuite la personne va se présenter au bureau où il y a les assesseurs. Et pour remercier ceux qui veilleront au bon déroulement du scrutin, la ville de Rouen prévoit de les récompenser. Ça c'est municipal en 2020. Des places pour le jardin des plantes ou encore pour des matchs de hockey, c'est ce que leur propose la ville depuis 2 ans. Je pense que c'est plutôt une invitation à participer, si vous voulez, au côté culturel.
Un moyen aussi d'attirer de nouveaux assesseurs. L'année dernière, la mairie proposait des places réservées pour se faire vacciner contre le Covid. Et j'ai fait par opportunisme pour pouvoir être vacciné avant l'âge, voilà, parce que j'étais pas à ce âge. Et j'ai pris en fait goût au fait d'être assesseur. Récompenser les bénévoles, une alternative face au manque de volontaires. À Rouen, on compte une 60aine de bureaux de vote. Où est-ce qu'on en est pour les assesseurs ? À chaque dimanche d'élection, il faut en trouver 300. Pas si simple. Vous avez du mal, vous avez des étudiants qui ne peuvent pas parce qu'ils passent des partiels, vous avez des gens qui voyagent, vous avez des gens qui veulent passer du temps en famille avec leurs petits-enfants. Mais dans les rues de Rouen, la démarche divise. Je sais pas, nous on est jeunes par exemple, on pourrait se dire vas-y, un match de hockey c'est toujours cool, ça fait plaisir. Donc pourquoi pas. S'il y a ce problème-là, c'est qu'il y a un problème politique bien plus important et que c'est ça qu'il faut régler en fait. On n'achète pas les gens avec des cadeaux. À 80 km de là, Senneville-sur-Seine, un seul bureau de vote. La petite règle, que ce soit bien sur la bonne ligne, parce qu'il y en a qui sont comme moi, qui ont des problèmes de vue. Ici, les 9 assesseurs reçoivent un bouquet ou une boîte de chocolat. C'est vrai que moi, j'ai pas d'enfant et à chaque fois, j'ai droit à mes fleurs. Et ça fait plaisir, quoi. Si on se contentait de leur dire au revoir à la prochaine fois, je crois que, ils ne le font pas pour ça, mais ils attendent un merci, une petite reconnaissance, et ça permet de s'assurer qu'ils reviennent la prochaine fois. En cas de pénurie d'assesseurs, le jour du scrutin, les communes peuvent, en théorie, réquisitionner les électeurs. Et on verra bien si ce genre de mesure sera appliqué ce dimanche à Mayotte. Et à Mayotte, après la circonscription Nord, l'Union départementale des associations familiales recevait à Doujani les candidats aux législatives de la circonscription Sud. Tous ne se sont pas déplacés. Et à l'heure du jour de cette rencontre, on a retrouvé l'alignement des droits sociaux. Chafanti, Alibako, Youssouf Abed Matouar. Les minima sociaux, la retraite, les bourses étudiantes, certains des sujets chers aux Mahorais sont abordés avec l'UDAF. Les candidats aux législatives prônent tous l'égalité. Il est inconcevable aujourd'hui à ce que, en termes de devoirs, la population de Mayotte est contrainte de s'aligner avec les autres départements. Seulement en termes de droits, on nous limite. Qu'on aille voir les lois qui s'appliquent dans les autres DOM, que ça s'applique à Mayotte de façon entière. Tout le monde doit avoir les mêmes droits, toute famille doit avoir les mêmes conditions de vie dignes. Il est très important actuellement de lutter pour l'alignement immédiat de tous les codes, notamment le code de la sécurité sociale, car ça bloque énormément de points sociaux au niveau territorial. Appliquer pleinement le droit commun à Mayotte ou conserver quelques spécificités. C'est ici que certains divergent. OK pour l'alignement, mais les modalités de l'application doivent être adaptées de sorte que ça ne crée pas d'autres difficultés. D'autres candidats font de certains sujets leur cheval de bataille. La vieillesse, nous avons réussi à l'amener, on ramènera au niveau national à 1063 €. Donc ça, c'est un point très important. Je m'engagerai à les accompagner, à élaborer, à concevoir leur dossier pour que les familles rurales puissent bénéficier des aides au niveau national et sur notre territoire. 5 autres candidats briguent le mandat de député dans la circonscription 2. Tous n'ont pas fait le déplacement. Et on poursuit cette page des législatives en accueillant sur ce plateau Miss Baudine Bakar. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors ce soir on s'intéresse à ce mandat qui se termine et qui avait débuté en 2017 avec un rebondissement notamment dans la première circonscription. Oui Papineau, avec ces images de liesse et de joie qu'on va voir tout à l'heure pour le candidat des Républicains Elad Chakrina qui célébrait déjà sa victoire. Les tout premiers comptages des voix lui donnaient vainqueur. On va le voir là sur ces images ici place de la République le soir même avec 12 voix d'avance. Les résultats des deux candidats auraient été intervertis. Une scène de liesse Papineau, comme vous le savez, de courte durée. Le lendemain, le 19 juin, la commission de recensement général des votes s'est réunie à la préfecture et annonce dans la foulée, on va l'écouter. Que Madame Ali, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, elle réunit les conditions exigées par la loi pour être élue et en conséquence, donc, la commission l'a proclamée élue députée à l'Assemblée nationale
pour la première circonscription. Au final, c'est donc Ramlati Ali qui l'emporte avec 7 992 voix contre 7 938 pour Elad Chakrina, soit 54 voix de différence. Et il y a 5 ans, on a eu aussi une multitude de candidatures. On va commencer par la présidentielle. Le président sortant François Hollande ne se présente pas à sa propre succession. Fait inédit pour un président de la Ve République en fin de premier mandat. Emmanuel Macron remporte les élections à 39 ans. Il devient le plus jeune chef d'État républicain français après Napoléon. S'en suivent les 11 et les 18 juin suivants les élections législatives qui donnent une majorité au nouveau président de la République. Et du côté de Mayotte, on va le voir, les électeurs mahorais ne peuvent se plaindre d'un manque d'offres de nouveaux candidatures. 32 candidats se présentent dans les 2 circonscriptions, dont 15 au nord et 17 au sud. Un record dû probablement à l'effet jeune et sans parti traditionnel d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, 2 députés et chacun dans son camp. Et ils sont candidats à leur propre succession. Oui, Ramlati Ali, pour la première circonscription, siège du côté de la majorité présidentielle. Du PS, elle est passée à la LRM et les membres de la Commission des Affaires étrangères. Et de l'autre côté, nous avons Mansour Kamardine, les Républicains dans l'opposition, membres de la Commission des lois. Leurs mandats sont en cours et s'achèvent à Papineau dans quelques jours. On est en pleine période d'équité. Nous n'en développerons pas davantage. Et nous laisserons le soin aux électeurs d'en juger. Miss Maudine Bakar, merci pour toutes ces précisions. Et puis notez que ce soir, après vos journaux, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala. Siti Daroussi reçoit les 4 derniers candidats pas encore passés dans l'émission en ce qui concerne la 2e circonscription. Autour de la table du débat, Hamada Salim, candidat investi par Solidarité et Progrès, Anlimadi Ngazi, candidat sans étiquette, Issa Abdou, candidat MDM, et enfin Saïd Ali Bouanahamissi du Rassemblement National. Kalawadala, c'est à suivre à partir de 20h15. Et c'est ici que nous refermons notre page consacrée aux élections législatives. Économie dans ce journal est le conseil départemental qui invite les acteurs de la grande distribution à baisser leurs prix face à une inflation inquiétante et lourde de conséquences pour le portefeuille mahorais. Ben Issa Ousseni a demandé une répercussion des prix compte tenu des efforts consentis par le département. Saïd Hachim, Fahar Ousseni. L'île de Mayotte ne subira pas de pénurie, mais elle doit faire face à des ruptures de stock momentanées. Les produits alimentaires de première nécessité, comme la viande, la farine et l'huile, seront de plus en plus impactés. On a des conteneurs de l'alimentation, ça arrive périmé et là ça pénalise notre fonds de roulement et on se retrouve avec des difficultés. Et nous qui sommes en train de développer nos activités économiques, on se retrouve toujours pénalisés, sans oublier qu'il y a les prix qui ont augmenté chez les fournisseurs et puis il y a les taxes, tout ça. Et donc ça fait des difficultés qui sont ressenties par la population. Cette inflation liée au bouleversement du trafic maritime mondial a de lourdes conséquences, aujourd'hui notamment au port de Longoni. Les navires ne sont plus réguliers, une crise au cœur de cet échange. La compagnie qui desservait Mayotte jusqu'à présent ne dessert plus Mayotte comme avant. Cette compagnie a décidé de s'orienter vers d'autres destinations au détriment des Mahorais, et alors que c'est une compagnie française. Donc aujourd'hui, la grande majorité des conteneurs se retrouvent stockés à Maurice et à La Réunion ou ailleurs et attendent 2 à 3 mois avant d'être acheminés sur le territoire. Donc cela crée des pénuries qui ne devraient pas exister. Mayotte importe 95% des produits consommés. Une grande partie des conteneurs rentrent par le port de Longoni. Un travail est à faire sur la question du fret. Le lobbying serait l'une des solutions. Il faut engager des discussions avec certains opérateurs, notamment la délégataire, vous l'avez dit, mais on a des pistes aussi bien sur l'octroi de mer, aussi bien sur le carburant que les tarifs portuaires que nous allons enclencher là très prochainement. Il faut mettre un vrai lobbying pour travailler avec notamment les frets
les grandes sociétés de fret que nous connaissons pour essayer justement d'améliorer d'abord la desserte ici au niveau de Mayotte, mais aussi sur le tarif. Nous allons faire le tour, nous allons travailler avec nos amis réunionnais dans un premier temps, mais il faut aller beaucoup plus loin pour que le dessert ici, la livraison des produits à Mayotte puisse se faire d'une manière beaucoup plus conséquente. Cette première étape ouvre des pistes de discussion. Des solutions seront présentées lors de la prochaine rencontre. Et on parle toujours d'inflation, avec cette fois l'augmentation des prix des billets d'avion. Les professionnels de l'aviation étaient invités à débattre sur l'avenir du transport aérien. C'était lors de la 9e édition de Paris Air Forum ce mardi 7 juin. L'occasion pour la première de faire le point sur l'augmentation de ces prix des billets d'avion constatée notamment sur l'ensemble des compagnies qui desservent les Outre-mer. Reportage Jean-Michel Mazerolles, Massimo Bulgarelli. Ils s'envolent et ce n'est pas fini. Pas uniquement les avions qui repartent à plein de et vers les Outre-mer après 2 ans de crise Covid. Cette nouvelle envolée, c'est celle des prix des billets pour monter à bord de ces bus du ciel. Un nouveau coup dur pour le porte-monnaie des ultramarins et des métropolitains qui vivent et travaillent outre-mer. Oui, le transport aérien va avoir ses prix un peu augmentés, mais ça restera dans des marges très raisonnables. Je pense qu'avec 40 ou 50 euros par billet, c'est déjà beaucoup. On devrait pouvoir encaisser la crise qui est liée aussi à la situation ukrainienne. Celle-ci devrait prendre fin à un moment ou à un autre. J'espère que le ciel sera bleu après-demain. On est dans des prix qui sont très bas. Et ça, c'est la conséquence de toute la politique low cost. On a toujours rebattu aux oreilles du consommateur qu'on pouvait voler pour 3 fois rien, ce qui est complètement fou, ce qui est complètement faux. L'aérien, c'est quelque chose de coûteux, surtout si on veut des bons avions, des avions qui ne polluent pas, si on veut des avions qui soient sûrs, on est obligé d'y mettre le prix. Plus 13% en moyenne, c'est le taux d'augmentation des billets entre l'Hexagone et les Outre-mer dans la zone euro entre mars 2021 et mars 2022. Et ce n'est pas fini. Après la crise sanitaire toujours en cours, la guerre russo-ukrainienne fait exploser le prix du pétrole. $600 en 2021, 1260 aujourd'hui. Un prix qui a plus que doublé, plus l'euro qui perd de la valeur face au dollar, plus l'envolée des prix des pièces, des métaux de maintenance, de la main-d'œuvre, des services et des taxes. Au-delà des crises sanitaires et des guerres, il faut aussi compter sur la mise en place de la politique environnementale internationale qui impactera à la hausse les prix des déplacements en avion. Et on reste dans le transport aérien avec ces gros blocages dans plusieurs aéroports dans l'Hexagone et notamment à Roissy-Charles de Gaulle. Un quart des vols a dû être annulé en raison d'une grève. Une grève pour demander des hausses de salaire. Paul-Luc Monnier, Jacques Duboz. Comme vous le voyez d'ailleurs sur les images que vous pouvez constater actuellement à travers donc cette grève à Roissy, un vol sur 4 donc annulé sur ces images signées nos confrères de France 2. Et pour terminer ce journal, parlons un peu de la brique en terre crue. Si on parle souvent de pénurie de matières premières dans le bâtiment, elle incarne une alternative. Elle représente un matériau essentiel à la construction dont on ne manque pas en métropole. Une brique fabriquée dans le Tarn, dans le sud-ouest de la France. Voyez ce reportage de Marie-Candice Delouvrier et Muriel Lassaga. Dans nos villes, il reste le matériau de référence. Sur les façades de nos immeubles, dans les murs ou fondations, le béton est partout, mais reste polluant. Pour le remplacer, il existe une ressource inépuisable. Juste sous nos pieds. La terre, ce matériau millénaire, peut être l'avenir du bâtiment. Pour construire sa maison, au pied des Pyrénées, Thomas Bélanger a misé sur ces briques ocre en terre crue, plutôt que sur leur version traditionnelle en terre cuite. La brique de terre crue, on l'a choisie parce qu'effectivement c'est un matériau naturel qui reprend une technique assez ancestrale qui était celle du pisé. Les briques vont servir de cloison intérieure dans sa maison, simplement collées par ce mélange de sable, de terre et d'eau. Elles peuvent être utilisées pour n'importe quel mur, même porteur, avec à la clé une meilleure isolation.
Elle va apporter de la fraîcheur en été à la maison. Elle va stocker le surplus de calories qu'on aurait dans l'air en hiver, elle va le stocker pour le rediffuser à un moment où la maison en a besoin, où la maison fraîchit pendant la nuit. Et puis elle va aussi être capable de stocker un trop-plein d'humidité et de le restituer à la maison de la même manière lorsque l'air devient plus sec. Les briques sont fabriquées à partir de terre de chantier de la région, dans cette usine du Tarn. Une fois mélangée avec de la chaux et de l'eau, la terre est simplement compressée, puis séchée. Une technique qui consomme très peu d'énergie contrairement au béton, mais qui coûte plus cher aujourd'hui. Quand on compare un mur classique avec un mur en terre crue, on va être 20 à 25% plus cher. Par contre, on va le récupérer dans la durée sur la consommation énergétique du bâtiment et sur le confort. Et en plus de ça, avec la pénurie actuelle des ressources et des matériaux, notre matériau sera probablement parmi les moins chers d'ici 4 à 5 ans. Cette usine produit 6 fois plus de briques aujourd'hui qu'il y a un an. Un marché en pleine croissance, mais encore confidentiel. À peine quelques dizaines de chantiers en France, comme ici à Lyon. Spécialisé en terre crue, ce maçon déplore un manque de formation. La terre crue, c'est pas par exemple au programme de maçonnerie dans la formation. Donc pour tous les élèves, les apprentis, on apprend le béton, le ciment, le sable, tous les bâtiments comme on les voit maintenant, mais pas ces produits-là. Autre frein, la réglementation. La terre crue ne bénéficie pas pour l'instant d'une norme comme le béton. La procédure est en cours, alors que de grands promoteurs se disent prêts à intégrer cette ressource naturelle dans les constructions de demain. Fin de ce journal, merci pour toute votre attention. L'info se poursuit avec le journal Amaoré à venir. Passez une très belle soirée sur La Première et à tout à l'heure.